On n'a aucune raison de s'ennuyer au cinéma parce que le sujet est grave. Et d'ailleurs, pour moi, The Band est un plus grand groupe de rock'n'roll que les Rolling Stones. Voilà. Ils n'ont rien à envier à Scorsese ou à Coppola. C'est très difficile, les Astérix, à réussir. Chabat a vraiment réussi un chef-d'œuvre. Beaucoup de gens pensaient après qu'elle était méchante. C'est ça, incarné. Quand vous marquez un rôle, vous marquez un rôle. Tu vois ce que j'en fais, moi, de ta feuille, pauvre conne. Clé du bonheur, j'écoute. Vous avez entendu? Vous faites-le. Les hasards, les rencontres forgent une destinée. C'est votre conscience qui vous arrêtera. On n'échappe pas à sa conscience. Non, toto bene. Je te prohibis immédiatement. Si j'ai été nommé ministre des anciens combattants, ce n'est pas par hasard. Hop, c'est parti. Je vous l'ai déjà dit, évitez de m'appeler pour papa, ça me crispe. Bonjour Christian Clavier et bienvenue chez JM Vidéo. C'est l'un des 2 derniers vidéoclubs de Paris. Ça va faire le tour. Espérons qu'il va durer. Bah Parce que justement. moi, j'ai vu le patron qui pleurait, là, tout à l'heure, qui est venu quand je prenais un café. Le pauvre garçon était dans un état lamentable et il paraît qu'ils sont en grande difficulté. Donc, je pense qu'il faut leur donner un petit coup de main pour que ça continue. Il m'a dit 50, 60 000 titres. C'est absolument extraordinaire, le nombre de films qu'il y a ici. J'ai dû en voir 12, à peu près. Donc, non, c'est bien, il faut les aider. Je crois qu'il y a une cagnotte, un truc comme ça, n'hésitez pas. En ce moment où, voilà. Bah merci pour eux, merci de diffuser le message en tout cas. Avant de commencer à faire le petit tour, je voulais déjà connaître votre rapport au vidéoclub, au lieu. Est-ce qu'il a été important dans votre cinéphilie? Est-ce que vous êtes attaché au support physique, au DVD, au Blu-ray? Est-ce que vous avez une collection chez vous? Oui, j'ai une collection énorme. Comme d'ailleurs, j'aime beaucoup les bibliothèques, j'aime beaucoup les librairies, j'aime les livres, j'aime les supports. Oui, je suis là-dessus très à l'ancienne mode. Voilà, parce que je trouve que d'avoir une bibliothèque de films comme une bibliothèque de livres, c'est extraordinaire parce que d'abord il y a des souvenirs, après ça vous rappelle des films, après vous avez envie d'en revoir, la qualité est bonne. C'est vrai que le streaming a beaucoup changé les choses, hein, le fait de pouvoir commander un film rapidement et de le consommer puis après d'oublier ou de ne pas l'avoir. J'aime bien regarder les livres en me disant tiens j'ai vu et j'ai lu ces livres et où j'ai vu ces films, voilà. Mais bon, je suis dans une situation un peu particulière parce que, évidemment, c'est mon métier, j'aime particulièrement le cinéma et les films. Parmi les cinémas que vous aimez particulièrement, il y a le cinéma italien. Oui, c'est-à-dire que le cinéma italien est un cinéma qu'on ne regarde plus aujourd'hui. Le cinéma a eu une époque extraordinaire, le cinéma italien, dans les années 70, avec des grands producteurs et des financiers qui étaient la RAI, entre autres, et qui ont donné des chefs-d'œuvre. Il faut penser que le cinéma italien, dans les années 70-80, sortait en exclusivité en même temps à Milan et à Rome et à Paris. Et que Tognazzi, Manfredi, Sofia Loren, Stefania Sandrelli, Alberto Sordi étaient des vedettes aussi importantes pour nous que Philippe Noiret, Gabin, Rochefort. C'est un cinéma qui a beaucoup compté pour nous. Le cinéma italien, lui, avait une dimension absolument unique que je n'ai jamais retrouvé après en dehors du cinéma français, puisqu'on est vraiment cousins germains. On a le sens de la dérision. On a le sens de la dérision, de la moquerie, de ce qui était la troupe de théâtre des comédiens italiens qui sont après devenus en partie la troupe de Molière. C'est-à-dire un sens de la comédie grand public dans lequel on traite de sujets qui peuvent être graves ou de caractères de la nature humaine qui peuvent être éternels. Hein. L'avare, le bon gentilhomme, le maladie imaginaire, ça c'est important. Après, il y aura Feydeau, il y aura Labiche et les Italiens, et notamment un maître absolu que vous avez mis là, qui est les monstres, Dino Risi. Dino Risi, il en fait plusieurs, il fait énormément de films, mais là il y en a un en couleur, un qui ne l'est pas. La première fois que j'ai vu ça, c'est un film à sketch avec des personnages qui sont absolument infernaux. Des grands acteurs, là vous avez Tognazzi, Gassman. Le premier sketch des monstres, là, qui est un tournage de film dans une piscine dans lequel on balance une vieille dame sur une chaise roulante dans la piscine. Je vous incite à le regarder, c'est extraordinaire. Voilà, ça vous dira pourquoi le goût de la comédie nous est venu très vite et on a pensé que la comédie était le meilleur vecteur pour faire des grands films pour le grand public. Fermi! Una bella fotografia al mostro! Risi
réside, il fait un film qui est un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle le Fanfaron. Alors, le Fanfaron, il y a Jean-Louis Trintignant, qui est très jeune, qui joue avec Vittorio Gassman, qui est un jeune premier. Vittorio Gassman, c'est l'emploi de Thierry Lhermitte, par exemple. Et c'est un timbré extrêmement drôle, complètement extraverti, mythomane complet, qui conduit une voiture à 300 à l'heure. Donc on part dans une comédie pure, mais une comédie comique. Véritablement, hein, avec des dialogues tout à fait formidables, parce que Trintignant joue un personnage qui, en fait, est dans va passer son bac parce qu'il a eu des mauvaises notes pour le mois de juin. Il est en rattrapage. On est en plein mois d'août, 15 août, à Rome. Il y a personne. Tout le monde est sur la plage. Donc la ville est vide et il y a ce type qui est à bord d'une Alfa Romeo, qui est Gassman, qui klaxonne, qui le voit à la fenêtre, qui l'interpelle et qui lui dit: pourquoi tu viens pas faire un tour avec moi? Tu vas pas rester dans cette ville absolument sinistre. Et ce film-là est une vraie comédie grand public où on ne sait pas très bien où on va, une espèce de deux personnages qui partent dans cette voiture. Et les 3 dernières minutes du film, le film devient une tragédie. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, vous voyez le film, on va pas le spoiler si vous ne l'avez pas vu. Et ça, c'était le cinéma italien. C'est-à-dire le cinéma italien faisait rentrer, par exemple, dans un Marcord, il y a des scènes à la fois complètement drôles, du pur comique, hein, comme le passage, par exemple, du musical dans le Fellini Roma. Fellini, immense metteur en scène. Hein. Hey, Heracles! What the hell you want? You son of a bitch! I said screw you! Moi, j'ai toujours été, dans le cinéma italien, beaucoup plus adepte de Dino Risi et de Fellini, ou de Comencini, ou de Ettore Scola, que de Visconti, que je trouve un cinéma extrêmement esthétisant, tout à fait même, mais par moments un petit peu long, un petit peu, je dirais, didactique, hein, vraiment très explicatif. Ça, ce sont des gens qui font du cinéma instinctivement, avec un talent absolument prodigieux. Dans un Marcord, qui est l'histoire d'une famille, qui est sa famille à Fellini pendant l'époque du fascisme, on décrit ce qu'est une petite ville du côté de Rimini, sur la côte adriatique, pendant l'époque du fascisme, avec des scènes à pleurer de rire. Et puis, il y a aussi des moments extraordinaire de la vie qui rentre, notamment la mort de la maman, qui est simplement montrée par le fait qu'elle est un peu malade à un moment, et puis après on voit le mari, le père, qui a des crises d'énervement de haut niveau, mais digne d'un De Funès ou d'un Galabru, vous voyez ce que je veux dire? E vieni a fare il manovale sotto di me! Però mi paghi, babbo! Ti pago a martellate sulla faccia! Te mi devi dire di chi è figlio questo pezzo di merda. Io alla sua età lavoravo già da 3 anni. Sì, lo so, babbo, che borse, davi tutti i soldi alla nonna. Donc ça va très très loin, c'est du pur comique, et puis qui se retrouve seul dans sa cuisine à pousser des boulettes sur la table parce qu'il est tout seul. Et donc c'est une image de ce qu'est la vie. La vie est parfaitement tragique, et le cinéma italien est arrivé à donner ça, c'est-à-dire la tragédie de la vie, mais en même temps on rit beaucoup, on rit aux enterrements, on rit bien sûr. Donc ce choc-là, pour moi, le cinéma italien a été celui qui l'a montré. Donc quand on était nous au Splendide, ça nous a incroyablement formés. Alors on a beaucoup aimé le cinéma américain, un peu plus académique en fait, sauf peut-être Mike Nichols dans le lauréat The Graduate avec Hoffman, qui fait d'ailleurs Tootsie après. Il y a quelque chose de plus léger. Pacino, De Niro sont plus lourds, sauf quand De Niro se met à produire Mes parents et moi, Mon beau-père et moi. Là, il a le sens de la dérision d'un coup, parce que les Italo-Américains, comme l'avait Woody Allen, ont eu ça. Et puis après, ça a disparu. Aujourd'hui, le cinéma américain est essentiellement un cinéma de héros ou un cinéma didactique qui parle d'une manière ennuyeuse des problèmes du moment. Et c'est en fait ce que je reproche beaucoup à un certain type de cinéma d'aujourd'hui, par goût, hein, c'est pas, je le reproche pas moralement, mais si vous voulez, c'est l'absence de légèreté pour traiter de sujets difficiles. Hein. Et en fait, c'est ça qui s'appelle le talent. Et je leur reproche d'en avoir peu. En fait, c'est assez méchant ce que je dis, mais c'est pas faux. Je pense que le grand public va très bien comprendre ce que je veux dire. On n'a aucune raison de s'ennuyer au cinéma parce que le sujet est grave. Ce n'est pas parce que le sujet est grave que d'un coup se retrouver à s'ennuyer veut dire que le film est bon. Voilà. Et ça, eux, ils l'avaient compris
parfaitement. Il était hors de question de s'ennuyer, mais il n'était pas question non plus de ne pas aborder de vrais sujets importants. Alors après, il y a des chefs-d'œuvre complets. Parfum de femme, c'est un chef-d'œuvre. Roma, c'est un chef-d'œuvre. Mais Mariage à l'italienne, c'est un couple dément. Sophia Loren, Mastroianni. C'est-à-dire regardez son look. C'est quelqu'un qui sait se moquer de lui. Hein, c'est un égoïste absolu qui ne veut absolument pas se marier et qui c'est un homme italien. On rit et on se moque de l'homme italien qui ment tout le temps. Non so, forse tra poco. Sì, la poveretta è moribonda. Dummi io sto qua, la poveretta sta qua, vivente. Ah, Maronna m'ha fatta la grazia. Siamo marito e moglie. Et ce qu'a apporté le cinéma italien, très très inventif, des grands acteurs, des grandes actrices, des sujets absolument incroyable. Et Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés, c'est une réussite absolue, d'une journée particulière. Sophia Loren est incroyable. Et on traite de la visite de Hitler avec chez Mussolini à Rome. C'est avec Mastroianni différent. Donc ils sont capables de faire ça et une journée particulière. Ouais, vous vous rendez compte la qualité. Alors c'est très dommage qu'on n'arrive pas à je sais pas si c'est beaucoup demandé ces films italiens. Relativement ici, voilà. Bon, ben ça c'est déjà ça. C'est dommage que ça passe pas plus à la télévision parce que c'est d'abord souvent très très bien filmé, très très bien mis en scène, très bien éclairé et vraiment ils n'ont rien à envier à Scorsese ou à Coppola, Dino Risi ou Fellini ou Monicelli ou Pain et Chocolat. Vous avez des scènes absolument extraordinaires. Chi? La sua signora, dico, ci è venuta mai al Boniface lì al ristorante con lei magari? Non lo so. To. Ah, Civicchia, è bellissima. Modestamente anche la mia, nel suo piccolo, si capisce. Posso? Ecco. È una merda, ecco cos'è. Il est en Suisse allemande, je crois, et il est immigré, Manfredi. Hein, et donc, mais il est fou du calcio, il est fou du football. Donc il regarde, il s'éteint en blond. Hein, il s'éteint en blond pour mieux passer, pour être plus à l'aise dans un monde dans lequel il est migrant. Il regarde le foot et il y a l'Italie. L'Italie contre l'Allemagne, contre le pays dans lequel il est, ou la Suisse allemande. Et au bout d'un moment, il ne peut pas s'empêcher de supporter, évidemment, et de hurler pour les Italiens. Donc la scène est exceptionnelle. Et Manfredi est un acteur exceptionnel. Ce cinéma a créé des stars. Le cinéma ne va pas sans stars. Voilà ce que je pense. Et eux l'ont fait parce que ils arrivaient à avoir une légèreté, un talent, en fait. Moi, j'ai un attachement profond pour l'Italie parce que je trouve qu'ils ont le regard sur eux-mêmes que nous avons sur nous. Ils savent se moquer. Vous voyez, les Espagnols sont beaucoup plus graves. Les Anglais font beaucoup dans l'absurde. Balancer les vaches, c'est les Monty Python. L'humour allemand nous échappe souvent, pour être honnête. Les Américains sont pour moi très très overplay dans leur comédie, à quelques exceptions près. Et les Italiens et les Français, et moins les Italiens aujourd'hui, parce que le cinéma italien est plus en difficulté, et les Français, nous avons gardé ça. Voilà. Mais c'est difficile parce que le genre de la comédie est déterminé comme mineur par la profession, parce que comme il est très difficile à faire, c'est très compliqué de s'y colter. Parce que, évidemment, vous voulez faire une comédie et vous ne faites pas rire, vous avez une réponse immédiate du public. Donc c'est toujours très dangereux. C'est plus angoissant. Mais c'est absolument passionnant à faire. Mais c'est ce que disent souvent les comédiens, enfin, en tout cas les acteurs et actrices de comédie, c'est que la comédie est beaucoup plus difficile que le drame. C'est pas plus difficile pour moi du tout. Moi j'ai la vis comica, je fais ça naturellement. Donc je rentre pas du tout là-dedans. Moi je m'amuse à faire rire et je fais rire sans aucune difficulté. Mais en revanche, comme ça ne s'apprend pas, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, il faut pas se promener dans ce domaine-là parce qu'à ce moment-là c'est pathétique. Et vous avez rencontré parce que vous tournez avec beaucoup de jeunes talents, de la nouvelle génération. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui avaient comme vous la vis comica, le oui. talent inné de la comédie? Oui, bien sûr. Une actrice comme Claire Schultz, elle a ça. Elle a une dimension elle a de l'énergie. Elle est extrêmement fine quand elle joue. Elle est une très jolie jeune première, hein. Elle est vraiment, elle envoie vraiment très 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 bien. Là, dans le film qui sort là le 24, vous verrez, à un moment, elle fait couple avec Ryan Bensetti, un très bon couple.
très beau couple de jeunes premiers dont on a besoin, et il va la pousser à se fâcher avec son patron. Ce qu'elle fait dedans, c'est une scène d'anthologie qu'elle fait dans une voiture. Elle est remarquable, c'est fantastique. Alors on l'a découvert dans le passage à la télévision qu'elle fait, mais honnêtement, c'est une actrice de comédie très très intéressante. Après, vous avez Charlotte Gabry, une autre jeune femme qui elle est complètement différente, qui est totalement géniale dedans. Dans le même film. Donc ils ont une dimension de toucher le public de cette manière-là. Et je prends deux femmes, c'est intéressant parce qu'on dit toujours oui, c'est plus pour les hommes que pour les femmes et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y en a plein d'autres que j'oublie là. Mais moi j'aime beaucoup la jeune génération parce qu'elle a envie. Elle a envie, et elle travaille et elle essaye de toucher le public avec les atouts qu'ils ont, quoi, qui sont énormes. La jeunesse d'abord, la beauté et l'énergie et après le talent. T'approches pas! Je vais brûler tes pistons! Non! Les pistons! Pas les pistons! Non, elle est brûlée les bifetons. Est-ce que vous regardez beaucoup de séries? J'ai vu que vous aimiez beaucoup White Lotus. Je ne regarde pas forcément beaucoup de séries. De White Lotus, ça me plaît beaucoup parce que c'est tout à fait drôle. C'est une critique de, je sais pas quoi, de la société upper class américaine, enfin des petits bourgeois ou gros bourgeois américains, enfin l'un ou l'autre, dans les grands hôtels. Première saison à Hawaï, deuxième saison à Taormine en Sicile et la troisième saison en Thaïlande. La troisième saison étant démente. Mais ce qui m'a intéressé, c'est l'écriture de White, parce que c'est américain, et alors il est au contraire de tout ce que je vous ai dit sur le cinéma américain d'aujourd'hui. Mais c'est une série, c'est pas du cinéma. C'est-à-dire qu'il se permet d'approfondir les personnages. Il est parfois extrêmement injuste avec certains personnages. L'auteur, je parle de l'auteur. Par moments, il les fait aller vers des choses complètement étonnantes, et il est très gonflé sur le culturellement correct, toutes les singeries qu'on a aujourd'hui où il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Il est libre de ton, voilà. Comme l'étaient les Italiens, comme nous l'avons été au Splendide, comme moi j'essaye de toujours l'être, c'est-à-dire de se permettre tout ce qui peut permettre de faire rire. Et souvent, quand on se permet ça, on arrive à je vais pas foutre en l'air le truc, vous inquiétez pas, c'est contre le mur, là. Parce que j'ai senti une espèce de tension. J'ai senti une tension. Et donc, cette liberté lui permet d'aller au bout de certaines situations de personnages. Oui, ça a bougé, Et je trouve que il faut lui rendre hommage parce que, bon, c'est HBO, alors c'est Warner. Je trouve que, ils ont toujours joué les artistes. C'est le seul studio, Warner, qui a joué Stanley Kubrick, Eastwood, tous les films, les bons et les mauvais films. Ils jouaient des artistes. Alors, c'est une politique très intéressante de studio. C'était les seuls à faire ça. Les autres studios jouaient, est-ce que votre dernier film est un succès? Je vous fais votre prochain. Votre dernier film est moins un succès, on va réfléchir. Eux, ils jouaient les artistes sur leur carrière entière. Et je trouve qu'ils lui ont permis, là, à lui, je sais pas si c'est cette politique ou autre chose, ils lui ont permis véritablement une écriture qui me touche parce que je la trouve énormément européenne comme point de vue. Et moi, je défends ça. Je trouve qu'on a quelque chose de différent culturellement. Parce que on peut être courtois, mais on n'est pas toujours poli. Alors qu'eux, ils sont souvent extrêmement polis, particulièrement hypocrites. Ce qui donne des choses très amusantes. You didn't vote for Trump, though, did you? Are we really going to talk about Trump tonight? Alors, cinéma français que j'aime beaucoup, Il y a un cinéma très très éclectique, très intéressant. Ce qui est intéressant dans ces DVD, c'est qu'en fait, il reste les bons films. Enfin, il y a tous les films ici, mais surnagent les bons films. Et les bons films, c'est le temps qui donne. Alors après, moi j'ai une prédilection pour certains acteurs, De Funès, Bourvil, Gabin, Delon, Belmondo, Rochefort, Marielle. Noiret, Jacqueline Maillan, Lino Ventura, évidemment, extraordinaire parce que ce sont des acteurs qui sont capables il faut incarner. Ça, c'est important, en fait. C'est pas de jouer. Il faut pas qu'on voit jouer. Il faut qu'on pense que vous êtes les personnages. Bon, et Lino est capable de jouer des tontons flingueurs, c'est-à-dire un film complètement délirant de Lautner, écrit par Audiard, avec des dialogues infernaux, et tout le monde connaît le film, donc je vais pas le redécrire, et L'Armée des Ombres de Melville.
Alors, moi, on a souvent dit ou pensé que je n'aimais pas la nouvelle vague. Non, il y a des gens de la nouvelle vague qui ne me branchent pas et d'autres gens qui me plaisent beaucoup. C'est-à-dire Melville ou Mal sont des gens que je trouve extraordinaires de la nouvelle vague. Et Melville dans l'Armée des Ombres, c'est le film le plus réussi et le plus angoissant sur la période de l'occupation. C'est un film très sombre, très noir, terrible, avec entre autres Ventura et Signoret, mais aussi Meurice, mais aussi Jean-Pierre Cassel qui est absolument extraordinaire dedans. C'est Dorfman qui produit ça avec Melville. Je crois que c'est lui qui a produit Le Cornio. Dorfman, je pense. Et je dis ça parce que c'est des grands producteurs. On a eu des très grands producteurs dans le cinéma français. C'est les producteurs qui font aussi des grands films. Les producteurs, je trouve que les producteurs nous manquent beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a des groupes financiers qui financent et qui se mettent à devenir producteurs. Et ils sont pas forcément faits pour. Happy birthday to you. Happy birthday. Vous voyez, par exemple, Tati Daniel, bon, je vais faire un hommage à Tsila, que j'aime beaucoup, évidemment, qui nous a formés pour faire ce métier. Elle incarne, beaucoup de gens pensaient après qu'elle était méchante. C'est ça, incarner. Je trouve que quand on incarne, vraiment, quand les gens vous prennent pour les personnages, vous avez réussi votre travail, en fait. Et donc, ça, c'est important. Après, la vis comica, c'est ça. Ils l'ont tous. Attention, chaud devant je tâche. Hop là. Oh, mais il coince ce fromage, hein. On dirait les coulisses de l'Alcazar. Si vous revoyez le film, il y a pas grand-chose à acheter dedans. Ça c'est passionnant. Et je crois que se fondre dans le comment dirais-je, dans la psychologie de quelqu'un d'autre que soi-même, c'est absolument passionnant. C'est ça le métier d'acteur. C'est pour ça que je suis jamais blasé. J'ai dû faire pas mal de films là maintenant, mais je ne m'embête pas. Je ne m'embête pas. Je choisis ce qui me fait plaisir ou ce qui, je pense, qui va vous faire plaisir à voir et dans lequel je puisse, moi, faire une performance qui vous intéresse. Et donc, le fait de me retrouver dans la peau d'un autre personnage, de quelqu'un d'autre, quand c'est bien écrit, c'est pour ça que les scripts sont fondamentaux. C'est pour ça que je suis très, très attentif aux scénaristes. Alors là-dedans, dans l'Armée des Ombres, c'est Melville. Melville a fait vraiment la résistance. C'est-à-dire que, arriver à faire, c'est une boisson d'homme dans Les Tontons Flingueurs, et à avoir la scène où il tue un traître, jeune traître, et ils pensent qu'ils vont le liquider avec une arme à feu, et puis ils ont rendez-vous à Marseille dans une maison vide, il y a une école juste à côté, s'il y a un coup de feu, ils vont se faire découvrir, donc ils le garrottent. Exactement, la peine capitale espagnole, effroyable. Donc ils le font, Ventura, avec un jeune homme qui l'aide, et il tue ce jeune homme d'une manière effroyable et en étant très près de lui, et il se relève en pleurant et il dit à Ventura: je ne pensais pas être capable de ça, et Ventura répond: moi non plus. Louis Malle, c'est la Combe-Lucien, police allemande, ça dit tout de l'occupation, de la période de l'occupation. La période de l'occupation est quand même absolument passionnante parce que on n'a toujours pas vraiment encore décortiqué, réfléchi à ce qui s'est réellement passé et à comment les Français, certains types de Français, certains autres, ont réagi dans cette époque-là. Le film de Louis Malle était véritablement un chef-d'œuvre avec des acteurs extraordinaire dedans. Donc voilà, je rends hommage à ça. Après il y a les folies où on découvre le duo de Funès-Maillan dans Pouic Pouic est un pur régal. Enfin, mais celui qui vous a donné ça, mais c'est bien foutu de vous. Ah mais non, on me l'a pas donné, je l'ai acheté. Regardez à qui? Aldo Caselli, je crois. Oh, ça y est, le salaud, le type de la bourse, il l'a eu. Mais j'espère que vous n'avez pas payé. Ah mais si, mais cash. Ah, combien? Elle est tout à fait jeune, et lui aussi, c'est quand même des pointures. Alors, moi, j'ai eu une admiration sans borne pour eux. D'ailleurs, dans Papy fait la résistance, Jacqueline et le film est dédié à Louis de Funès parce qu'il avait accepté de jouer dans le film, puis il est malheureusement décédé avant. Il devait jouer quel rôle, lui? Il devait jouer le rôle de Jacques Villeray. Et voilà. Le Papy fait la résistance, qui va ressortir le 3 octobre, dans 300 copies,
avec une version réactualisée, vraiment parle de cette époque-là. Il y a quelque chose de l'admiration que j'avais pour cette génération d'avant. Il y a Jean Carmet dedans, il y a tous mes camarades du Splendide, y compris Michel d'ailleurs, dont on peut parler dans Grosse Fatigue. Grosse Fatigue, il avait écrit une scène pour nous, pour le Splendide, donc on est venu, on a eu tellement de fou rire que la scène a pris 7 heures à faire. Le pauvre, il n'arrivait plus à se débarrasser de nous, tellement on riait. Bon, le dialoguiste de génie, Michel. Pourquoi vous dites rien, les mecs? Parlez-moi. Vous allez pas vous faire avoir par ce type. C'est vrai qu'il y a quelque chose, hein. Bon, enfin, chouchou, c'est évident que c'est pas lui. Je me serais pas laissé avoir, ils ont de la merde dans les yeux. Le regard, c'est pas du tout ça. Très bon film qu'il a fait. Il est génial ce film, enfin, surtout, c'était une comédie qui cassait les codes à l'époque, qui est passée au Festival de Cannes. Je crois que c'était une idée de Bertrand Blier, que Michel a repris et a fait, produit par Gaumont. Donc il y avait Patrice Ledoux qui est là derrière, comme il y a dans Papy fait de la résistance, Christian Fechner. Et puis il y a Astérix, que j'ai fait avec Claude. Enfin, j'en ai fait que 2, hein, mais que j'ai fait avec lui. Très très grand producteur, grands amoureux de cinéma, prenant des risques absolument phénoménaux. Le risque vous permet de faire des choses qui vous dépassent. Et donc, de vous étonner d'abord, d'étonner ensuite le public. Et évidemment, à ce moment-là, ça fonctionne. Mais c'est après. Et ça fonctionne, ça remet de l'argent dans le pot du cinéma, et ça vous permet de faire des films derrière. Donc, je revendique beaucoup le fait que, oui, le public a raison sur ce plan-là. C'est-à-dire que le public qui vous adoube, il a raison. Voilà. Je dis pas ça simplement parce que ça m'est beaucoup arrivé. C'est vrai que ça m'est beaucoup arrivé. Je n'en suis non seulement pas blasé, je suis honoré et content, mais je ne le revendique pas. Je dis que c'est comme ça que ça marche. Ça ne peut pas marcher autrement. Et donc pour reparler du cinéma, dans Grosse Fatigue, à la fin, c'est Philippe Noiret qui dit ça sent le sapin, le cinéma français. Oh, ça c'est des répliques à la Blier. C'est des répliques à la Bertrand, mais ça sent pas le sapin. Non, le cinéma français perdure, existe encore. Il y a beaucoup de cinéma. Le cinéma italien, ça sent un peu le sapin. Le cinéma anglais, ça sent le sapin. Le cinéma allemand, il y a des séries anglaises, des séries allemandes, des séries italiennes, mais le cinéma de ces pays-là, ou le cinéma espagnol, ça sent le sapin. Et ça, c'est dommage. C'était une patronne d'un grand groupe français qui m'a dit ça, très intelligente. Elle m'a dit, écoute, l'IA, l'intelligence artificielle, va nous permettre de résoudre nos problèmes de budget, en partie. On va pouvoir faire de nouveau. On peut très bien, aujourd'hui, grâce à l'IA, on va peut-être pouvoir refaire Weekend à Zuidcote. Si vous voyez Weekend à Zuidcote ou Dunkerque, regardez les 2 films. Et dites-moi après, lequel est le mieux? Il y en a un qui est tiré des bouquins de Robert Merle et l'autre qui est un film uniquement d'action, où je ne comprends pas le propos. Weekend à Zuidcote avec Belmondo, avec dedans Marielle, avec Mondi, avec tous ces gens-là, c'est remarquable. Bon, mais c'est un film de très très gros moyens. Les films de Verneuil étaient avec beaucoup de moyens, énormément de figurants, enfin les plages de Dunkerque pleines de monde, de carcasses de bagnoles et d'avions qui bombardent. Donc elle dit, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir, nous les Européens, résoudre une partie de nos problèmes de budget par rapport au cinéma américain. On va en plus pouvoir se doubler entièrement, nous. Si vous voulez, la porte ouverte vers le marché américain nous a toujours été fermée par une idée absolument brillante qu'ils ont toujours eue, qui a consisté à dire, doubler nos films, ça sera bien pour nos films, et ça l'a été, et c'est bien pour nos exploitants de salles, et c'est bien pour le public, mais en revanche, nous ne pouvons pas doubler les vôtres chez nous, parce que notre public ne supporte pas que les lèvres ne soient pas exactement comme elles doivent, que le lipstick ne soit pas parfait. Cette chose-là va disparaître. Donc ça va peut-être laisser une chance d'éviter ces achats de remake et de remplacer ça par des exploitations de films. Peut-être. Mais ça aura un impact sur les comédiens de doublage. Oui, ça aura un impact sur les comédiens de doublage, bien évidemment. Les comédiens de doublage vont avoir un problème, bien sûr. Mais ça, toutes les avancées technologiques ont posé des problèmes à un certain nombre de métiers. Ça, je sais pas comment vous dire. On ne reviendra pas à la télévision noir et blanc une fois qu'on a la télévision en couleur. On peut le regretter en disant il y a beaucoup plus de contraste, c'était beaucoup plus beau le noir et blanc. Mais bon, alors. C'est désolant pour les doubleurs, mais il faudra qu'ils se reconvertissent dans autre chose. Moi, les films que je fais se vendent très souvent à l'étranger, donc il y a des gens très bien qui me doublent en Allemagne, en Italie, mais quelque part, je vais être aussi plus content moi de ne pas être doublé et que je joue moi dans ces films-là.
Il faut quand même le penser aussi sur le plan artistique. C'est pas inintéressant. Donc, on va avoir un progrès sur le plan des budgets qui peut, si l'Europe d'un coup se mettait à avoir une exception européenne, pas simplement une exception française, c'est-à-dire qu'on puisse s'auto-financer comme le fait le CNC avec le fonds de soutien, ça serait probablement très intéressant pour que le point de vue européen soit plus fort que ce qu'il n'est aujourd'hui. Vous êtes acteur, scénariste, mais vous avez aussi été réalisateur. Oui, j'ai réalisé On ne choisit pas sa famille. C'est un très très bon souvenir. Ça en Thaïlande avec Jean et Muriel et Elena. Ah, mais... Excusez mon retard, j'étais parti sur Orly, mais ça c'est l'habitude du Club Med. Alors voilà la bête, la belle. C'est un film qui m'a beaucoup plu à réaliser. C'est une comédie sur l'adoption d'un couple de jeunes femmes. C'est des grands fous rires, oui. Alors après, le fait de réaliser et de jouer en même temps, d'être scénariste et en même temps d'être coproducteur est quelque chose qui était très lourd pour moi. Donc je l'ai pas renouvelé parce que c'était compliqué pour moi d'avoir toutes ces casquettes en même temps. C'était un petit peu difficile. Mais c'est un très bon souvenir de film. Voilà. Le fait de réaliser, ça vous a pas donné envie une seconde fois, mais dans une configuration peut-être vous ne jouez pas dedans. Oui, mais c'est-à-dire que il y a un âge, on se dit qu'on n'a plus tellement de temps. Donc je prends beaucoup de plaisir à jouer. C'est pour ça que je fais plus de théâtre, parce que ça demande une énergie et un temps considérable. Alors j'adore le théâtre. J'adore les répétitions, les premières représentations. Donc si vous voulez, oui, bien sûr, je pourrais faire ça, mais ça va me prendre 2 ans de ma vie sur un seul projet, quand je vais faire 2 ou 3 projets dans l'année qui vont me distraire considérablement. Alors oui, par pur égoïsme, j'ai tendance à rester interprète, quoi. Pour l'instant. Parmi vos grandes interprétations et vos grands personnages, il y a Astérix. Derrière vous, il y a un des Astérix qui a été co-écrit par Grégoire Vigneron. Il est un très bon scénariste, Grégoire. Il était le scénariste attitré de Laurent Tirard, qui a réalisé ce film-là. Je trouve qu'il y a des scénarios meilleurs que celui-là qu'il a réalisé, qui sont notamment le Molière, qui est absolument un remarquable film. Vraiment, Romain Duris, c'est exceptionnel dedans. Il y a Le Retour du guerrier, avec Dujardin. Il y a des scénarios très originaux. Et le film Le Million qu'il a écrit, moi, m'a séduit comme scénario parce qu'il est très original. Alors, d'abord, il me change d'emploi. Je me trouve dans un personnage de loser, de petit artisan en difficulté, face à un jeune loup du monde d'aujourd'hui, qui le manipule. Mais bon, qui va manipuler le plus l'un ou l'autre, c'est assez intéressant comme rapport. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt et de sympathie pour les scénaristes, voilà, parce que je trouve que c'est très important. Tout part de l'histoire. Hein. Les scénarios, il faut le travailler. C'est des strates. Après, il faut pas rater le cast, et après, il faut bien réaliser, et après, il faut bien monter. Donc c'est très long et très compliqué. Alors, ils ont fait un Astérix qui est tout à fait bien, mais c'est très difficile, les Astérix, à réussir. Donc Chabat a vraiment réussi un chef-d'œuvre. Lui, le Claude Zidi, le premier, a été très respectueux de la BD. Et je dirais que le couple avec Gérard était exceptionnel dans nos contraires et dans notre complicité pour interpréter ces 2 personnages. Parce que si vous n'avez pas de complicité, si vous n'arrivez pas à faire un couple antinomique à la ville, les 2 personnages, on a peu à manger quand on joue. Particulièrement Astérix, qui est le raisonnable, mais même Obélix, qui est un peu foufou. On est dans des contraires qui servent beaucoup les films, voilà. Et c'est très compliqué à trouver pour les producteurs. Des sangliers et des bafos romains, voilà tout ce qu'il faut à Monsieur Obélix. Oh, bien sûr, Monsieur Astérix est tout mieux que tout le monde. Oui, peut-être. Je signale à Monsieur Astérix, qui voulait absolument visiter la pyramide, que tout ça ne serait pas arrivé dans un menhir. L'argument à 2 sesterces, là. Qu'est-ce qui vous convainc sur Astérix de faire ou de jouer Astérix, parce que du coup vous avez joué pour Claude Zidi et pour Alain Chabat, vous avez prêté votre voix aussi sur le film à plusieurs reprises. Il y en a un qui va sortir l'année prochaine encore. Donc vous avez repris la voix. Oui, la voix. Oui, parce qu'il pense que je suis Astérix. Oui. Voilà, c'est tout. Quand vous marquez un rôle, vous marquez un rôle. Bien sûr. Voilà. Il devait y avoir, il me semble, un Astérix par Gérard Jugnot. Oui, qui était formidable. Un très très bon scénario qui se passait en Espagne, en Hispanie. Et ça, je l'aurais refait.
Parce que ce sont des films, j'en ai fait 2, je me suis dit je vais pas faire de la cicave de Astérix pendant des années. Et le film de Gérard, oui, il était très bien, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Là, je crois que c'est, je peux pas vous dire ça. Mais donc à ce moment-là, je dis bon, voilà, pour moi c'est terminé, l'aventure est finie. Et après vous l'avez retrouvé, mais par la voix. Oui, par la voix, parce que ça c'est très amusant. C'est très amusant de la voix et les dessins animés. Ça vous prend une journée. C'est très très amusant à faire. Quelle catastrophe, Obélix! Potion magique livrée à un jeune druide inconnu et sans expérience. Mais qui nous dit qu'il en fera un bon usage? C'est des amusements. Moi, j'ai fait des choses. J'ai de la chance. Hein, j'ai été angoissé comme tout le monde en commençant cette profession et après en m'installant dedans. Mais aujourd'hui, je m'amuse. J'ai eu beaucoup de chance. Je remercie beaucoup le public de ça. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des grands producteurs, des actrices, des acteurs et des scénaristes et des réalisateurs vraiment ou des metteurs en scène au théâtre. Enfin, j'ai été comblé et donc je fais ce qui m'amuse, ce qui me plaît et ce que je peux apporter à d'autres et notamment à une jeune génération qu'il faut vraiment beaucoup supporter quoi, pour qu'ils arrivent à devenir les stars de demain ou d'aujourd'hui et qu'ils arrivent à drainer de l'argent pour faire les envies qu'ils ont. Parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et après, la liberté de faire ce qu'on veut avec cet argent. Ce qui est toujours plus facile quand on est dans un rapport avec une personne physique qu'avec un conseil d'administration, où là, ça devient plus complexe, qui est d'ailleurs le problème aussi américain. Ah oui, le cinéma américain, il y a une chose qui est intéressante dans le cinéma américain, tiens je sais pas si vous l'avez, vous devez certainement l'avoir, c'est ce film de Scorsese qui s'appelle The Last Valse. We did 8 years in bars, dives, dance halls, 8 years of concerts in stadiums, arenas. We gave our final concert, the band's final concert. We called it The Last Waltz. Alors ça, Last Valse, c'est absolument extraordinaire pour les gens de ma génération qui aiment ce type de musique-là. C'est le dernier concert du groupe de Bob Dylan qui s'appelait The Band, qui était un groupe canadien, et qui donne un dernier concert à Universal Amphitheatre à San Francisco, à la fin de leur tournée après 20 ans de route, et c'est un concert avec tout ce qu'il y a de mieux de l'époque. Alors je crois que c'est 76, voilà. Et là, vous avez tout ce qu'il y a de mieux dans la musique de l'époque qui viennent pour ce dernier concert, se terminant avec Dylan évidemment qui chantait Forever Young. C'est extraordinaire, c'est filmé génialement par Scorsese, énormément de caméras, avec des interviews du groupe, pourquoi ils arrêtent, pourquoi ils en ont marre, des voix d'enfer, c'est de mon point de vue bien meilleur que le film qu'il a fait derrière, après, sur les Rolling Stones. Et d'ailleurs, pour moi, The Band est un plus grand groupe de rock'n'roll que les Rolling Stones, voilà. Donc, je vous le conseille. Le Groove Tube, ça c'est une folie furieuse d'un film à sketch de Ken Shapiro. C'est un machin qui nous a beaucoup influencé. Chabat aussi d'ailleurs a été influencé par ça. D'ailleurs il m'en a offert un. C'est un film de timbré. Je vous incite à le voir, parce que c'est une époque où l'Amérique se fout de tout. Je veux dire, les artistes, ils sont pas dans cette Amérique pénible qu'on connaît aujourd'hui, et donc ils sont extraordinairement libres, mais libres de libre. Notamment un des derniers sketchs où le personnage de Ken Shapiro est avec un costume rose et chante une chanson qui s'appelle Love Me, Love You devant Wall Street. C'est assez intéressant. Regardez ça, c'est pas mal. Alors, voyez. Alors, moi j'ai toujours été un fou du western, évidemment, et dans le western, on retrouve le cinéma italien, puisque quand même Sergio Leone a révolutionné le western. C'est-à-dire que Eastwood sans Sergio Leone, puisque c'est Tonino Dellicoli avec qui je fais le film de Gérard Houry, La soif de l'or. C'est un chef opérateur tout petit bonhomme italien, extrêmement acariâtre, d'une drôlerie sans précédent, et crispé partout, y compris la cuisine française, profondément italien, mais très amusant, très chaleureux, très mature. Évidemment, on devient très très vite copains, et avec toute l'admiration que j'ai pour Gérard, hein, qui était un homme très talentueux, délicieux et toujours positif. Mais on peut pas parler de absolument tout le monde. Et il me dit, Eastwood sortait, quand ils le prennent pour la première fois pour une poignée de dollars, il sortait d'une série américaine, vraiment, on avait l'impression qu'il sortait de l'université de Columbia, tellement il était propre et comme un sous-neuf, donc c'était déjà un western complètement démodé. Et donc il lui propose de fumer, il veut pas parce que c'est pas par rapport à son image, donc il finit par dealer avec lui pour qu'il mâchouille
son cigare, qui ne se rase pas et qui mette le poncho. Donc il crée le personnage que après, dans une certaine mesure, reprendra Michael Cimino dans l'inspecteur Harry. Et c'est ces deux réalisateurs-là, enfin c'est Ted Kotcheff et Michael Cimino qui deviendra après Voyage au bout de l'enfer. Hein. C'est le chef-d'œuvre sur le Vietnam, c'est Voyage au bout de l'enfer. C'est beaucoup mieux qu'Apocalypse Now, hein, pour moi. Hein. C'est voilà. Et donc ils font de Eastwood ce personnage de blondin. Et après, il fait le chef-d'œuvre absolu qui est Le Bon, la Brute et le Truand, dans lequel il y a Eli Waya, qui est un grand acteur d'acteur studio, qui est absolument qui m'a beaucoup inspiré dans Jacouille, parce que c'est un gars qui se signe en faisant ça et en étant extrêmement, comment dirais-je, sournois. Donc moi j'ai adoré tous les westerns. Et notamment ce que Léon a apporté et a fait changer dans le western. Et un des derniers du cinéma américain, encore classique, mais qui tient de la route, c'est Cet homme sauvage avec Gregory Peck. Lui accompagne une femme qui a été enlevée par les Indiens et qui a vécu avec un chef indien. Il l'emmène, elle retourne vers l'Est. Thème totalement le prisonnière du désert, enfin des thèmes de John Ford et tout, mais celui-là, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus méchant, beaucoup plus virulent, et cet Indien les poursuit, on ne le voit jamais, sauf à la fin. Et c'est un film d'une tension absolument géniale. Peck est fantastique. L'homme sauvage. You won't hear him. I'll hear him. It doesn't happen that way. He just comes. Spécial première, formidable, Billy Wilder. Hein, ça, de cinéma américain, mais fait par un Autrichien qui a fui le nazisme, qui est Billy Wilder. Il fait le scénario de ça. C'est échevelé, c'est un vaudeville étourdissant qui se passe à Chicago, dans le Chicago Tribune, dans lequel le reporter vedette, qui est en train d'arrêter son métier parce qu'il a épousé une jeune héritière très riche, il part pour Los Angeles et il abandonne tout le monde. C'est un couple entre Jack Lemmon et Walter Matthau, qu'on retrouvera dans The Odd Couple de Nichols. Voilà, c'était le grand sens de la comédie de l'époque, mais qui en fait est une comédie européenne. Certains aiment chaud, c'est européen, c'est une usurpation d'identité européenne. Je ne sais pas si il pourrait le faire aujourd'hui de la même manière. Billy Wilder, immense scénariste, grand metteur en scène. Mini